Bonsoir à tous ceux qui sont présents derrière l'écran. Alors, je m'appelle Stella Montreuil, je suis présidente du Salon du livre de Trois-Rivières et j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir interviewer Philippe Lemieux, qui est un auteur de bande dessinée, dont le sujet me passionne particulièrement puisqu'il est un amateur de cinéma et aussi un professeur de cinéma. Il vient de l'Outaouais, il a fait ses études à l'Université de Montréal et enseigne maintenant au Cégep de Saint-Jérôme. Philippe, est-ce que je peux vous demander si quand vous étiez jeune, vous étiez un amateur de bande dessinée ou de cinéma, quel était ce qui vous passionnait le plus? Oh mon Dieu, c'est le cinéma en tout premier, ça c'est assez évident. J'ai découvert le cinéma très jeune. Mes parents m'amenaient au cinéma régulièrement. J'ai vu à l'époque les reprises de films Disney parce qu'avant l'émergence des clubs de location vidéo, Disney avait l'habitude de relancer les films comme Blanche-Neige et Fantasia au cinéma. Alors j'ai découvert ces films-là sur grand écran. Mais c'est en 1981 que vraiment j'ai été piqué lorsque j'ai vu Les Aventuriers de l'Arche perdue, Oui. de Steven Spielberg, le premier film des aventures d'Indiana Jones. Et en sortant de ce film-là, j'avais 10 ans, c'était décidé pour moi, là, le cinéma allait être toute ma vie finalement. Et je n'ai pas dérogé de cette décision-là depuis. Super, super. Alors, j'aimerais ça vous entendre parler avant qu'on parle de la bande dessinée elle-même, de vos étudiants, par exemple, qui sont au Cégep. Le défi, en fait, c'est de les intéresser à des films qui ont été réalisés avant leur date de naissance, je dirais, parce qu'ils ont vu beaucoup de films qui sont sortis au moment de leur vivant. Mais là, de remonter dans les années 70, 60, 50, jusqu'au début du cinéma, dans le noir et blanc, dans le muet, là, ça propose quand même un défi plus important. Mais c'est là que mon travail de prof entre en ligne. Et généralement, ils sont très réceptifs. Mes étudiants et vont passer à la réalisation assez rapidement en deuxième année. Et là, vraiment, on sent que c'est des gens là, passionnés de la chose. Et quelle est votre méthode pour les intéresser aux films noir et blanc ou au Charlie Chaplin et tout ça? Ah ben ça, il y en a beaucoup de méthodes. J'essaie de varier, évidemment. Par exemple, quand je leur présente Metropolis de Fritz Lang, qui est un film muet de 1927 allemand qui dure plus de 2 heures et demie, je le bonimente, alors je le narre tout au long du film et je leur établis la comparaison entre la scène qui est à l'écran et un film peut-être qu'ils ont connu et qui a été influencé par Metropolis, comme Blade Runner, par exemple, Oui. ou La Matrice. Vous avez mentionné Chaplin, mais dans mon cours sur le cinéma burlesque, c'est une tradition maintenant. J'entarte 2 de mes élèves en direct en classe. Excusez. Non, c'est correct, c'est très drôle, effectivement, quand ça arrive. Et pour être tout à fait équitable, c'est un garçon et une fille qui vont être victimes de la tarte à la crème, mais ils se souviennent tous bizarrement de ce cours-là par la suite. Alors, c'est mission accomplie en ce qui me concerne. Et quelle est la réaction dans la classe quand vous entartez 2 élèves? Ça rit beaucoup, ça filme beaucoup avec les téléphones cellulaires et ça se propage assez rapidement dans les réseaux sociaux, je vous dirais. C'est jamais arrivé à l'inverse, on n'a pas réussi à vous entarter? Malheureusement, oui, c'est arrivé qu'on m'entarte aussi, effectivement. Il y en a qui se sont préparés d'avance et j'ai été victime de mon propre gag, mais dans le contexte du burlesque et du sujet duquel on parle, je trouve que c'est tout à fait, c'est parfait, c'est légitime, et oui, ça passe effectivement bien. Mais moi, je ne connaissais pas les petites informations sur Edward Muybridge, par exemple, qui est un photographe, finalement, qui a créé des choses particulières. Voulez-vous nous en parler? Comment ça se fait que vous êtes remonté du côté américain? Qu'est-ce qui vous a fait aller de ce côté-là? Parce qu'il me semble qu'on parle plus de l'élément français quand on parle du cinéma. Oui, effectivement, beaucoup de gens croient à tort que les Frères Lumière ont inventé le cinéma, mais je pense qu'il faut amener beaucoup de nuances dans cette phrase-là. Ils ont certainement contribué à l'émergence du cinéma, mais ils ne sont ni les premiers, ni les seuls à en faire à l'époque. Et si je commence la bande dessinée avec Edward Muybridge, c'est parce que c'est son expérience scientifique qui va ultimement donner l'idée à Thomas Edison de tourner le premier film. Ouais, on se rend compte effectivement que vous nous avez donné des personnages complètement différents qui ont fait ce qu'aujourd'hui on peut jouir du cinéma très à l'aise. Je trouve ça intéressant aussi. Vous avez parti votre BD avec 2 jeunes. Oui. Alors ça, c'était le côté professeur, en fait, qui s'en vient chercher. Et ça pourrait être des tout petits jeunes, comme ça peut être n'importe qui, avec le popcorn et puis la boisson gazeuse.
Ben, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte à l'écriture que il serait nécessaire pour moi d'avoir deux narrateurs présents au moment présent parce que je voulais faire des commentaires sur ce qu'on voyait dans la bande dessinée, mais que les personnages de l'époque ne pouvaient pas possiblement savoir. Donc, si je voulais souligner à quel point tel film ou tel moment est important, il fallait que quelqu'un dans le présent puisse le dire. Alors, les seuls deux personnages vraiment récurrents dans toute la série seront Philippe et Mélanie, les deux narrateurs, qui vont commenter au fur et à mesure tout ce qu'ils racontent au lecteur, dans le fond. Quel serait le passage préféré dans votre BD? Pour moi, depuis longtemps, c'est la page qui raconte la légende de l'arrivée d'un train en gare. Ah, c'est ça. Cette page-là, pour moi, ça fait longtemps que je rêvais de la voir, en fait. Et c'est ma page préférée dans le volume 1. Mais sinon, je dois dire qu'au niveau des dessins, tout le chapitre sur Méliès, c'est extraordinaire ce que Gary a réussi à faire. Et de réussir finalement à créer des personnages qui ressemblent aux véritables personnes dans la vie, sans tomber dans une caricature exagérée. C'est vraiment une zone grise. Oui, et il réussit très bien dans ce domaine-là, je trouve. Bon, ça m'amène en même temps à vous parler de votre acolyte, en fait, qui est Gary. Est-ce que c'est vous qui avez choisi l'illustrateur? Comment ça s'est passé, cette organisation-là? Parce que vous êtes l'auteur de l'écriture et lui est l'auteur de l'illustration. C'est bien compris? Oui. Alors, parlez-nous de cette association-là. Ben, écoutez, j'ai eu l'idée pour la bande dessinée il y a 7 ans maintenant, 8 ans, en 2013. Et j'avais écrit le premier scénario au complet sans encore avoir de dessinateur. Et j'ai fait des recherches sur Facebook. En fait, il y avait des sites BDistes du Québec, dessinateurs, tout ça. Et j'ai publié une annonce que j'étais à la recherche d'un collègue pour m'aider à réaliser ce projet-là, qui est à long terme, on va le dire. Là, j'ai prévu 10 volumes dans la série. Wow. Alors c'est un engagement important. Et Gary a répondu à l'appel. Nous nous sommes rencontrés. Et tout de suite, il y a eu des atomes crochus. On a les mêmes références cinématographiques, on a le même âge. Et un peu du destin qui joue là-dedans parce que je ne serais pas capable de dessiner un bonhomme pendu pour sauver ma vie. J'ai aucun talent en dessin. Et Gary, comme vous avez pu le constater, a un grand talent à titre de dessinateur, mais avait besoin d'une histoire à raconter, a besoin de quelqu'un pour lui fournir la matière première qu'il puisse dessiner et raconter une histoire. Alors, on réalise mutuellement le rêve l'un de l'autre, finalement. D'accord. Parlez-moi de ce qui vous a attiré vers la BD quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous regardiez comme BD? Bon, écoutez, tout petit, ça a commencé grâce à mes parents que je remercie, avec nécessairement les Tintins, les Astérix et Luc et Luc. Moi, j'associe toutes ces séries-là européennes à Noël et à ma fête parce que c'était le cadeau récurrent année après année. Aujourd'hui, j'ai encore toutes ces collections-là en parfait état, les originaux que j'ai conservés. Adolescent, là, j'ai commencé à découvrir les super-héros américains, Spider-Man en tout premier, mais ensuite Batman. Et dans les années 80, il y a eu une transition vers une écriture plus sérieuse dans le monde des bandes dessinées. Des auteurs comme Frank Miller et d'autres se sont mis à réinventer le super-héros pour un public plus mature. Et là, j'ai vraiment embarqué. Et depuis ce temps-là, la passion de la bande dessinée ne m'a jamais quitté. Qu'est-ce qui vous a amené chez Michel Quintin, aux éditions Michel Quintin? Ça a été facile de trouver à faire publier votre bande dessinée? Je suis content que vous posiez la question. Puis c'est quelque chose que j'aimerais véhiculer comme message. S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont un projet en chantier puis qui cherchent à se faire publier, il ne faut pas abandonner. Moi, j'ai une belle collection de lettres de refus ici dans mon bureau pour ce projet-là. Certaines ont été envoyées par Internet, d'autres par écrit. Dans certaines, je sens qu'on a lu la bande dessinée et dans d'autres, je sens qu'on ne l'a pas du tout regardée. Alors, ça a été un long processus. L'édition au Québec, c'est pas toujours évident. La bande dessinée non plus. Mais lorsque j'ai finalement eu l'idée, et là, c'est de ma faute, ça a pris du temps, d'envoyer ça chez Michel Quintin. Et là, bang, on a eu une réponse positive. Pouvez-vous nous rencontrer? On aimerait ça vous parler de votre projet.
Puis, écoutez, je vais être honnête avec vous, là. Si j'avais fait une liste de ce que je souhaitais entendre de la part d'une maison d'édition, disons 10 phrases clés, là, à cette première rencontre-là, ils les ont tous dit. On a exactement la même vision pour ce projet-là, tant au niveau de la série elle-même, de son public cible, de son format, tous les aspects dont je rêvais là, pour ce projet-là étaient en parfait accord avec ce que les gens voulaient chez Michel Quintin. Alors, on a trouvé chaussure à notre pied, là. La maison d'édition est idéale pour nous. Tant mieux, c'est tellement souhaitant. Mais dites-moi, vous avez été patient. Dites-moi combien de temps ça a pris avant d'avoir une réponse positive? On a travaillé pendant 6 ans avant d'avoir une réponse positive. Oh là! Alors, vous êtes un gars de persévérance, si je comprends bien. Ben oui, mais c'est peut-être le cinéma qui m'a enseigné ça. Faut jamais abandonner. Quand on a un bon projet, il suffit de trouver les bonnes personnes. Puis des fois, c'est une question de timing aussi. Puis là, vraiment, les étoiles étaient alignées et tout est très bien. Alors, j'aurais le goût de terminer en vous demandant ce que vous pensez d'un réalisateur que nous, on apprécie beaucoup à Trois-Rivières parce qu'il vient de notre coin, de Denis Villeneuve. Ben écoutez, ça c'est facile. J'ai rencontré Denis. Il était venu donner une conférence dans mes cours au Cégep de Saint-Jérôme au moment de réaliser un 32 août sur Terre, qui était son tout premier long métrage. Oui. Donc, je l'avais présenté aux élèves au complet et Denis était venu répondre à quelques questions. Écoutez, mon plus grand regret dans la vie, c'est de ne pas avoir profité de ce moment-là pour me prendre en photo avec ou lui demander un autographe. Parce que maintenant qu'il a réalisé la suite de l'un de mes films cultes, qui est Blade Runner, et qu'il s'apprête aussi à nous présenter bientôt son adaptation de Dune, je me dis, si elle, au moment où je l'avais à mes côtés, j'aurais dû prendre en note ses coordonnées et prendre une photo avec, parce que c'est un réalisateur dont j'admire énormément le travail et qui fait la preuve aussi que le montage n'a pas besoin d'être celui d'un vidéoclip pour être intéressant. On peut languir, on peut prendre le temps de regarder les images, on peut avoir un montage lent et tout de même être très intéressant. Puis je pense qu'il va à l'inverse du courant du cinéma actuel, mais ça lui donne sa facture, ça lui donne sa signature et on sait à quoi s'attendre quand on va voir un film de Denis Villeneuve. Et généralement, c'est des films qui gagnent à être revus, qu'on découvre là, les autres significations qui s'y retrouvent. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Philippe Lemieux. Ça a été un plaisir. Super agréable. Alors, j'invite nos gens qui nous regardent à acheter l'histoire du cinéma. Vous pouvez la retrouver donc au stand des éditions Michel Quintin. Et comme disait Philippe, c'est pas cher, ça vaut la peine. Il faut en donner à vos enfants, vos petits-enfants, aux voisins. Ce sont des cadeaux de toute occasion. N'est-ce pas, Philippe? Oui, puis c'est parfait pour Noël et pour les fêtes. Bon, et même pour Pâques, ça s'en vient, c'est le temps de donner le premier tome, donc, et ça sera une belle collection à leur fournir puisqu'il y aura 9 autres volumes à venir. Encore une fois, merci Philippe, et puis bon succès dans vos rédactions, bon cours, et puis je suis certaine qu'il y en a qui vont avoir le goût de se rendre dans vos cours. Si c'était comme moi, là, je m'en irais à Saint-Jérôme pour prendre des cours avec vous. Bien, vous êtes la bienvenue, merci beaucoup et bon salon. Merci, au revoir. Au revoir.